Coucou. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo qui va parler du syndrome des ovaires polykystiques, microkystiques, SOPK, PCOS. Voilà, il y a beaucoup de noms en fait qui sont liés du coup à ce syndrome. Donc vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Pourquoi je vais en parler? Parce qu'il commence à y avoir pas mal de vidéos sur le sujet, il commence à y avoir pas mal de publications, d'articles, de posts Instagram sur ce sujet-là. Et malheureusement, il y en a certains dans lesquels je ne me reconnais pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes en parlent dans le but de réparer leurs symptômes pour avoir un bébé, en fait, dans le cadre d'un projet bébé. Et je ne me reconnaissais pas dans ça parce que je ne souhaite pas avoir d'enfant pour l'instant, mais je suis tout simplement une jeune femme atteinte de ce syndrome qui souhaite vivre bien avec SOPK. Donc je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'attarder dans une définition hyper médicale, etc. C'est un syndrome qui est dû à un dérèglement hormonal. De ce dérèglement hormonal intervient plusieurs symptômes. Donc il y a la production excessive en fait d'androgènes qui sont des hormones mâles dont la testostérone, et cette production en fait excessive de ces androgènes va entraîner pas mal de désagréments chez la femme. Il y a à peu près 10% de femmes qui sont atteintes de ce syndrome dont à peu près 5% qui ne sont pas au courant, ce qui est quand même énorme. Et ce qui est aussi important de dire, c'est qu'il y a plusieurs formes et plusieurs types de SOPK. Donc je pense que c'est aussi important. Je pense que plus il y a de vidéos, plus il y a d'articles sur le sujet, au plus il y aura le maximum de femmes qui pourront se reconnaître dans ces vidéos-là. Donc comme je le disais, je ne vais pas aborder ce syndrome dans le cadre du projet bébé, mais simplement dans le cadre de moi qui a été diagnostiquée SOPK quand j'avais 14 ans. Donc ça fait 11 ans aujourd'hui que je suis diagnostiquée SOPK. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais c'est parce que tu as pris la pilule tôt, c'est parce que tu as eu un contraceptif tôt. Non, j'ai été diagnostiquée à 14 ans et à cet âge-là, je ne prenais pas de contraceptif. Au contraire, quand j'ai été diagnostiquée, du coup, on m'a encouragée à prendre une contraception que j'ai déclinée, ma mère qui a décliné aussi à l'époque. Comment est-ce que c'est apparu? C'est apparu quand j'avais donc 14 ans. J'avais fait 4 mois sans avoir mes règles. Bizarre, donc évidemment ma mère hyper affolée, qu'est-ce que t'as, t'es enceinte, etc. La panique à la maison. Donc pas du tout, on a couru chez le gynécologue et le gynécologue a apaisé le cœur de ma mère et dit vous inquiétez pas, elle n'est pas enceinte. Elle a juste en fait des microkystes sur les ovaires. Le terme microkyste n'est pas vraiment approprié lorsqu'on parle du syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est plutôt des follicules en fait qui sont présents dans nos ovaires. Et en fait à cet âge-là, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ce que je savais, c'est que j'étais rassurée et que ma mère était rassurée que j'étais pas enceinte et qu'on m'a dit voilà que j'avais des kystes aux ovaires. Voilà, j'ai pas forcément prêté attention à cette information et j'ai grandi en fait avec cette information parce qu'on m'a juste diagnostiqué, on m'a laissé avec cette information. Voilà, ni moi ni ma mère ne savions en fait quoi faire de cette information. Donc il y a plusieurs types d'échographies en fait pour diagnostiquer le syndrome des ovaires polykystiques. Je vais appeler SOPK, ça va être plus simple. Il y a plusieurs, donc il y a 2 échographies en tout cas à date que je connais et qui m'ont été prodiguées. Il y a donc l'échographie pelvienne qui se fait en fait sur la région du bassin avec une sonde que le médecin ou l'échographe va passer en fait sur le bassin, au bas-ventre pour vérifier en fait la zone pelvienne. Et il y a l'échographie endovaginale qui elle est une échographie où l'échographe du coup là va introduire la sonde dans notre vagin en fait, parce que là il y a une visibilité beaucoup plus grande des ovaires, de l'utérus, et à ce moment-là avec cette échographie il peut mesurer en fait nos follicules et il peut également les compter, donc voir à peu près combien il y en a. Donc, apparemment ce serait l'échographie la plus précise. Après si on existe d'autres, je ne suis pas au courant. En tout cas c'est celles qui m'ont été prodiguées à cette époque-là. Ce qui est aussi compliqué dans cette maladie, dans ce syndrome, c'est que ça se manifeste par crise. Donc à cette époque-là, donc à 14 ans, à part le fait de ne pas avoir de règles, j'ai pas vraiment eu d'autres symptômes en tout cas qui me soient apparus avec force évidence. C'est que lorsque j'ai grandi à peu près donc à l'âge de 17 ans, quand j'ai choisi là pour le coup d'avoir un contraceptif, donc j'avais fait le choix d'avoir l'implant contraceptif qui était une erreur monumentale dans mon cas. Pourquoi? Parce que là, ça a aggravé les symptômes qui étaient déjà existants. Donc, je pense qu'il y avait mes petits follicules qui étaient là, cachés, tapis dans l'ombre et qui se disaient allez, allez, stimule-nous, on a envie de te pourrir ta vie. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Parce que dès que j'ai pris
dès que j'ai eu recours à l'implant, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. L'ursitisme a commencé. Ça fait partie d'un des symptômes liés directement au SOPK. Donc c'est une apparition excessive de poils à des endroits où normalement, j'aime pas trop ce terme de normalité, mais à des endroits où normalement la femme n'est pas censée en avoir, en tout cas pas à cette quantité-là. Donc ça va être sur le visage, voilà. Donc vraiment cette zone-là du visage, je commençais à avoir une poussée de poils énorme. Mais encore une fois, à cette époque-là, j'ai mis ça sur le compte de la génétique. Je me suis dit, voilà, je suis africaine, je suis juste poilue, voilà, j'ai hérité de mon père, c'est la faute à pas de chance. À part cette apparition de poils, j'avais aussi noté que de temps en temps, oui, quand je me peignais les cheveux, j'avais des cheveux qui partaient. Mais vraiment partout, c'était pas un petit bout de cheveux qui partait comme ça, parce qu'on perd des cheveux naturellement et faut pas s'affoler forcément quand il y a un bout de cheveux qui part sur la brosse ou sur le peigne. Mais là, je remarquais que j'en perdais quand même beaucoup plus. Il y a eu l'augmentation du stress. Moi qui est quelqu'un d'hyper positif, pas du tout angoissée d'habitude, là j'étais tout le temps angoissée, tout le temps stressée. Mais ça encore, je me disais, voilà, t'as 17 ans, t'as 18 ans, t'es juste une jeune fille en fait qui va peut-être être stressée par l'école, par les copains, par la vie en général, une crise d'ado quoi. Alors que pas du tout. Donc voilà, il y avait mes petits androgènes qui étaient présents, qui jouaient à la Macarena dans mon corps. Et voilà, donc c'était ça. Ensuite, avec l'implant, j'ai pris presque 10 kilos en moins d'1 an. Donc comment te dire que lorsqu'on m'a posé l'implant contraceptif, je pesais 68 kilos. J'avais 17 ans, je pesais 68 kilos. Et j'ai donc appelé la gynécologue qui m'avait effectué cette pose en lui indiquant les symptômes que je constatais. Je notais que voilà, j'avais une poussée de poils, je notais que je perdais un peu de cheveux et surtout que j'avais pris du poids, quoi. J'avais pris presque 10 kilos. Évidemment, à 17 ans, quand j'appelle cette gynécologue-là à l'époque, qu'est-ce qu'elle me répond ? Elle m'indique que je mange trop au McDo, que je suis jeune, que je grignote énormément, que je mange beaucoup et que il suffit de faire du sport et d'arrêter de manger énormément et que je réussirai à perdre du poids. Alors que moi, j'étais convaincue que c'était l'implant. En moins d'1 an, donc à peu près en l'espace de 5 mois, j'étais toute gonflée, vraiment, je sentais vraiment qu'il y avait de l'eau. J'étais toute gonflée, j'avais des gros joues, enfin j'avais vraiment pris un poids qui était pour moi anormal et qui était sûr et certain lié directement à la pose de cet implant contraceptif. Mais encore une fois, du fait de mon âge, la gynécologue ne m'a pas écoutée. C'est avec insistance que cette gynécologue-là m'a enfin donné un rendez-vous pour pouvoir m'examiner et là je pesais vraiment presque 10 kilos de plus à cette époque-là et elle m'a dit ah oui c'est vrai qu'effectivement peut-être que l'implant n'est pas fait pour vous. Elle m'a donc enlevé cet implant contraceptif et m'a proposé en fait une autre solution qui n'était pas hormonale, qui était le DUI cuivre, donc le stérilet au cuivre, le dispositif intra-utérin. Donc il y a deux types de dispositifs intra-utérins, il y a celui qui est hormonal et celui qui n'est pas hormonal, donc qui est au cuivre. Et moi je ne voulais absolument plus avoir des hormones. J'ai dit voilà, je voulais plus avoir d'hormones et le médecin aussi en fait, et elle m'a dit bon voilà, on est allé sur cette solution là. J'avais donc 18 ans. Donc pour être honnête avec vous, je ne me suis pas énormément intéressée pendant mon adolescence du syndrome des ovaires microkystiques parce que j'y pensais pas. On m'a détecté quand j'avais 14 ans, on m'a laissé avec cette information, on m'a dit qu'il n'y avait pas de pilule miracle, on m'a dit que j'allais peut-être pas avoir des enfants. J'avais un lot d'informations comme ça, mais je ne m'intéressais pas vraiment à ça. C'est vraiment en 2019 que j'ai commencé à faire des recherches, que j'ai eu beaucoup plus de désagréments. Là, les cheveux, voilà, j'avais vraiment... Au vu de la touffe que j'avais avant, j'avais vraiment perdu mes cheveux. J'avais pris 20 kilos et je m'étais dit, voilà, c'était pas possible. J'étais montée à 95 kilos, donc presque 100 kilos pour 1m70. Et je me suis dit que là, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Mais quand j'essayais de mettre en place des routines et des petites choses pour m'aider, en fait, c'était de pire en pire, quoi. C'était de pire en pire, j'allais à la salle de sport, je prenais vraiment du muscle, je devenais beaucoup plus musclée, mais je ne perdais pas de poids, au contraire. J'essayais de manger, j'ai toujours eu une alimentation saine, surtout à l'époque, je vivais avec ma mère, donc vous vous doutez bien, elle me faisait des bons petits plats, toujours équilibrés, avec des légumes. Mais je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à perdre du poids. Et en plus de ça, donc on ne comprend pas ce qu'on a, on prend du poids, on a des poils sur le visage, on perd ses cheveux, et en plus de ça, on doit subir les critiques des autres, qui plus est de ta famille. Ah mais là t'as un peu pris du poids, là c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Tu manges trop de fast-food, faut te calmer. T'as vraiment des remarques hyper désobligeantes. Donc vous imaginez une jeune femme qui essaye de vivre, de se trouver un boulot, de faire ses études, etc. Et on est confronté en plus de ça au regard des gens qui est
déplorable, surtout quand ça vient de notre famille, parce que c'est vraiment une maladie, un syndrome. C'est grave, ça peut aller jusqu'à l'infertilité, le diabète. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je parle parce que c'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. Et je pense que plus on parle, plus on fait également avancer la science en fait sur cette maladie, sur ce syndrome, je sais pas comment l'appeler, mais c'est super important en fait de parler de ça. Donc je vais vous passer vraiment le désert médical par lequel je suis passée, parce que j'étais évidemment déçue par des médecins. Quand j'ai été en âge à peu près vers 22-23 ans, quand j'étais à peu près en âge de devoir aller chez le médecin toute seule, comprendre ce qui m'arrive, regarder, on commençait un tout petit peu à voir des articles sur ça. J'ai commencé vraiment à rencontrer des médecins et c'était de déception en déception. Entre des médecins qui refusaient de m'ausculter, entre des médecins qui ne me croyaient pas, alors que j'avais des échographies, j'en faisais régulièrement, des échographies pelviennes, parce que comme je savais ce que j'avais, je savais ce qu'il fallait faire avant d'aller voir un spécialiste. Donc vraiment, à chaque fois, j'allais avec un bon gros dossier médical sous le bras, donc mes prises de sang récentes, avec en fait une échographie endovaginale. Et malgré tout ça, oui, mais mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette information? Donc on me laissait vraiment dans un désert flou. Il y a un jour un médecin qui m'a dit ah oui, je vous arrête tout de suite, hein. Perdez du poids et revenez me voir. Donc moi, je vais payer 75 € de ta consultation pour qu'à la sortie de cette consultation, je viens toute fière avec mes échos, mes prises de sang, je t'explique les symptômes que j'ai et tu me demandes d'aller perdre du poids. Je fais aussi cette vidéo pourquoi pour montrer qu'il y a de l'espoir, parce qu'effectivement quand on a SOPK, on va être confronté à des médecins qui sont vraiment, on va pas se mentir, incompétents, qui vont pas nous croire, qui vont juste nous voir grosses, gonflées et la première chose qu'ils vont nous demander de faire, c'est de perdre du poids. Pour celles qui du coup ont pris du poids avec SOPK, ils vont pas prendre au sérieux en fait ce qu'on leur dit, et je trouve ça très grave, parce que quand on sait aujourd'hui que c'est une maladie qui peut aller jusqu'à l'infertilité, de l'endométriose, de l'alopécie, il y a des femmes qui ont de l'alopécie du fait de l'SOPK. Comment on fait en fait? Pourquoi est-ce qu'on nous laisse dans ce flou médical? J'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo et pour pas qu'elle soit trop longue en fait, c'était vraiment une introduction sur à peu près ce qui s'est passé. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus, sur mon désert médical, les remarques désobligeantes que auxquelles j'ai dû faire face et comment est-ce que j'ai su, malgré le fait qu'on m'ait refusé, malgré le fait que je suis allée plusieurs fois voir des médecins, des dermatologues, des gynécologues, des endocrinologues qui ne me prenaient pas au sérieux, j'ai enfin vu la lumière, j'ai enfin vu en fait le chemin de la guérison entre guillemets de ce syndrome. Si vous voulez, je l'ai documenté dans un guide, donc dans mon petit guide. J'ai écrit un e-book qui s'appelle Comment bien vivre avec son SOPK. Voilà, il est publié en fait sur Amazon. J'explique beaucoup plus en détail comment est-ce que j'ai rencontré mon premier médecin. C'est vraiment un guide simplifié. J'ai vraiment voulu qu'il soit le plus accessible possible, le plus facile à comprendre possible, avec les mots d'une jeune fille de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans, qui grandit avec cette maladie, qui s'est confrontée à un désert médical et qui un jour a vu la lumière, a trouvé les bons médecins, Dieu merci. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus, j'ai vraiment documenté la plupart de mes expériences médicales dans ce mini-guide. Il est hyper facile à lire, il fait à peu près 50 pages. C'est un e-book, donc par définition, vous pouvez l'avoir avec vous à n'importe quel moment de la journée. Donc ça me tenait vraiment à cœur. Et dans cet e-book, je parle vraiment de pas mal de choses, mais de manière condensée. Pas de termes trop médicaux, pas de termes trop compliqués. C'est vraiment avec mes mots pour qu'ils soient compréhensibles et pour que je puisse l'offrir en fait à une fille de 16 ans qui me dit voilà, j'ai SOPK. À 16 ans, elle puisse le lire et qu'elle comprenne vraiment tout. C'était vraiment important pour moi. J'ai eu de la chance, pourquoi? Parce que dans ce centre-là, j'ai trouvé des médecins avec qui je m'y sens bien et en confiance, qui m'écoutent et qui m'ont proposé des solutions. Et c'est vrai que malheureusement, ici, voilà, c'est un discours que j'essaie d'éviter pendant très longtemps, mais c'est vrai que pour qu'on puisse y arriver, si pour vous, vous êtes aussi si pour vous, c'est SOPK vous a aussi fait prendre du poids, c'est vrai que malheureusement, ce qu'on va nous dire, c'est de perdre du poids. Moi, j'ai dénié ce conseil pendant très longtemps parce que je me disais, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai. Et c'est vrai pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai pris la décision de vraiment voir les bons médecins, de faire attention, de perdre du poids, tous mes symptômes, en tout cas quelques de mes symptômes, se sont atténués. Par exemple, je perds moins de cheveux aujourd'hui.
Mon hirsutisme, je ne dirais pas qu'il s'est calmé, mais il s'est drastiquement, je dirais, atténué. Voilà. Donc en tout cas, au niveau des poils, ils sont un peu plus fins. Là où avant, ils étaient vraiment drus, vraiment une beubare, quoi. Et enfin, j'ai réussi à perdre du poids avec, je dirais, après tellement de conseils. Fais ça, fais tel régime, fais ceci. J'ai jamais voulu faire de régime parce que je suis une épicurienne et je tiens à la comida, à bien manger. Je suis africaine, j'ai besoin de bien manger. Et donc, j'ai trouvé enfin un traitement, les filles. Est-ce qu'on peut mettre une musique religieuse là? J'ai enfin trouvé le traitement qui m'a aidé à perdre du poids. J'ai été diagnostiquée à 14 ans, j'en ai 25 ans aujourd'hui et c'est grâce à ce traitement qui s'appelle Saxenda, qui est très peu connu aujourd'hui, en tout cas en France. Parce que je trouve qu'en France, il y a au moins des petits traitements qu'on devrait nous prescrire, qui pour moi sont quand même assez basiques. Metformine par exemple, je parle de tout ça vraiment dans mon e-book. Il y a un traitement qui s'appelle Metformine, qui est super intéressant pour nous en SOPK, mais qui en parle en France? Personne ou très peu. J'ai donc découvert ce nouveau traitement qui s'appelle Saxenda. C'est un traitement en fait qui à la base est prescrit pour des personnes en obésité, hein, puisqu'on te le prescrit quand tu as un IMC de plus de 27. Et en fait ça t'aide. Donc dans ce stylo, c'est vraiment comme un stylo quand on a le diabète, quoi, j'imagine. Et c'est un stylo qui est pré-rempli. Et tu dois en fait te l'injecter tous les jours et augmenter les doses tous les jours. Donc, j'ai regardé, il n'est pas disponible en France. Donc c'est mon médecin, mon endocrinologue qui est en Belgique qui m'avait prescrit en fait Saxenda. J'étais en France à l'époque, donc je me dis bon, j'ai envie de me le procurer, j'ai vraiment envie d'essayer. En fait, il n'existe pas en France ces médicaments, ce traitement. Il y a, je crois, son équivalent qui s'appelle Victoza. En dépendant des pays, il y a plusieurs appellations. Je pense qu'il y a Victoza, Ozempic et Saxenda du coup que j'ai pu me procurer en Belgique. Et ce médicament, les filles, moi qui ne suis pas très médicament, pas très traitement, malheureusement j'ai dû céder. J'ai dû céder parce que j'avais besoin de trouver des solutions pour moi. J'ai cédé à un traitement et voilà, je l'avoue. J'ai pris la pilule du coup, donc j'ai enlevé mon stérilet depuis et maintenant je suis sous pilule. Il y a beaucoup de polémiques sur la pilule, on ne va pas rentrer dedans. En tout cas, c'est mon expérience, c'est ce que je prends aujourd'hui et c'est tout cet ensemble de choses que j'ai pu faire qui m'ont aidé à perdre à peu près 15 kilos. Donc je suis passée de 95 kilos à peu près aujourd'hui 80 kilos. Je suis toujours en surpoids, je suis toujours en train de travailler, je suis toujours diagnostiquée SOPK, mais ce traitement, vraiment, je remercie mon endocrinologue de me l'avoir prescrit parce qu'il m'a vraiment aidé à perdre du poids, couplé avec du sport, mais vraiment ça. Pourquoi? Parce que en fait c'est un liquide que tu t'injectes tous les jours et en fait tu n'as pas faim. Ça a un rôle vraiment sur la satiété. Donc on n'a pas faim. Parce que c'est vrai qu'avec SOPK, surtout quand on est en crise, on a envie de manger tout le temps. Moi la nuit, je me levais, je me faisais des plats de pâtes ou de riz. C'était vraiment à ce point-là. On a des fringales qui sont anormales. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un cercle infernal. On stresse et parce qu'on stresse, on va manger et parce qu'on mange, on stresse encore et on grossit. Enfin, c'est un cercle dans lequel on se dit mais comment est-ce que je vais me sortir de là, quoi? Et du coup, moi, ce que j'ai arrêté de faire également, c'est de me précipiter sur la résolution de tous mes symptômes. Je me suis dit, je ne vais pas faire et mon hirsutisme, et ma perte de poids, et mes cheveux. Je me suis dit, stop, à un moment donné, je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Donc, je vous explique aussi dans mon e-book par quoi est-ce que j'ai commencé. Parce que j'ai retrouvé ma touffe. J'ai retrouvé la belle touffe que j'avais avant petit à petit. Et pourquoi? Parce que j'ai su trouver en fait les solutions qui me convenaient. Et vous savez, quand vous grandissez avec une maladie, vous essayez tellement de tout qu'à un moment donné, vous vous arrêtez et vous trouvez les bonnes solutions. Moi, pour mes cheveux, c'est les poudres ayurvédiques qui m'aident énormément. Donc, pour ma perte de poids, Saxenda, renseignez-vous vraiment sur ce produit. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard si vous me le demandez. Parce que ça mérite vraiment une vidéo à part. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos en français qui parlent de Saxenda. Alors que c'est un produit génial. J'ai perdu du poids. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai arrêté Saxenda. Je n'ai pas repris ce poids. Donc il y a vraiment, je pourrais vous parler de ça pendant des heures, les filles. Mais il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre. Je parle également des perturbateurs endocriniens. Il y en a plein dans notre cuisine. Plein. Et nous qui sommes SOPK,
consommer ou être en contact avec des perturbateurs endocriniens, c'est la double peine. Et ça, pareil, j'en parle dans mon e-book. Donc voilà les filles, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont inquiètes sur la question de l'infertilité. Pour vous dire un petit secret, ma mère était atteinte de syndrome des ovaires polykystiques. Et elle, de son côté, ce qui l'empêchait de m'avoir, donc d'avoir un enfant, c'était le fait que tous ces produits cosmétiques étaient bourrés de perturbateurs endocriniens. Son gynécologue lui a dit, tu stoppes tout, tu arrêtes toutes tes crèmes, tu arrêtes tout ça là, tu m'arrêtes tout ça. Et pendant 1 an, elle a fait des efforts, elle a consommé mieux, elle a arrêté d'être en contact le maximum possible, évidemment, avec des produits qui contenaient en fait des perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, me voici. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai de l'espoir de me dire que on va avoir des enfants. Moi, je ne me pose pas encore cette question parce que je ne suis pas en projet bébé, comme je vous l'ai dit. J'ai juste envie de vivre bien avec ce symptôme-là. Voilà. Donc j'espère que ces petites vidéos ont été quand même utiles pour vous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas du coup à m'envoyer un petit commentaire. Commandez mon e-book qui est sur Amazon, du coup, qui est sur Amazon. Donc si vous avez Amazon Kindle, vous pouvez le télécharger, il est à 2,90 €. Donc comme j'ai dit, j'ai vraiment voulu qu'il soit le plus accessible possible. Si je pouvais le mettre à 50 centimes, je l'aurais fait. Parce que mon but, c'est qu'un maximum de femmes puissent avoir accès en fait à ces informations-là. Et voilà. Donc j'espère que je ferai plus de vidéos comme ça, un peu plus précises du coup, sur ce que moi j'ai fait pour devoir m'en sortir. Parler peut-être plus en détail des traitements que j'ai subis. J'ai pas eu beaucoup de traitements. Voilà, j'ai vraiment pas eu beaucoup de traitements. J'ai eu Metformine, Saxenda et la pilule. C'est les trois choses que je prends aujourd'hui. Mais j'ai changé pas mal de choses dans ma cuisine, pas mal de choses dans ma routine cosmétique, dans ma routine capillaire pour récupérer mes cheveux. Donc si vous voulez avoir toutes ces informations-là, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, de laisser un petit j'aime sur cette vidéo. Et on se dit à très très bientôt, j'espère. Ciao, ciao les filles.